Donc première table ronde sur, je dirais, la création et la diffusion de livres numériques avec 3 invités. Alors, on va dire que Franck-Olivier Laferrère s'excuse puisqu'il a eu un problème de train. Hein. Il devait participer à cette table ronde. Il sera là cet après-midi, donc on pourra parler avec lui longtemps de l'offre e-fraction. Il sera peut-être là en fin de matinée, d'accord, très bien. Le cas échéant, on l'intégrera bien sûr au débat. Alors, donc, je vais commencer par Carole Zalberg. Donc, vous êtes romancière. Vous avez reçu un prix, je crois, Littérature Monde en 2014 pour un de vos derniers bouquins d'ailleurs. Hein. C'est quoi, Feu pour Feu. Mais vous avez des activités multiples. En fait, j'ai lu que dans votre biographie, vous écriviez des chansons, que vous travailliez autour du cinéma, du théâtre. Donc vous avez des multiples activités. Mais vous êtes aussi secrétaire général de la Société Générale des gens de lettres, la GDL. Hein, voilà. Donc à votre côté, donc, il y a Monsieur Bessire. Votre prénom, j'ai oublié. Voilà, pardon, François Bessire. Donc vous êtes éditeur, notamment, mais vous êtes d'abord professeur d'université. Vous êtes un spécialiste de littérature du XVIIIe siècle. Et manifestement, vous êtes jeté à corps perdu dans l'édition, puisque vous êtes à la fois curieux du papier, mais aussi curieux du numérique. Et d'ailleurs, vous avez votre offre papier qu'on peut trouver en numérique. Et donc, vous nous expliquerez finalement quelle est votre stratégie éditoriale et finalement les retours que vous pouvez nous donner sur la vente de livres numériques. À vos côtés, donc, j'accueille avec plaisir Gwen Catala. Donc, Gwen, vous êtes... Alors, vous avez une formation, je crois, dans la communication. Vous avez travaillé autour du court-métrage, me semble-t-il. Et puis, vous avez pris, à la suite du départ de François Bon, la tête des éditions Publinet. Donc, François Bon a quitté Publinet qu'il avait créé en 2008, c'est ça. Et en fait, comment s'est passée la succession et finalement, quels moyens vous avez utilisés pour valoriser finalement la création de vos auteurs? Parce que j'ai vu on pouvait écouter des lectures en ligne, vous consacriez des pages web aux bouquins. À votre avis, quel est l'apport du web pour la création et pour les auteurs? Alors, en ce qui concerne Publinet, c'est assez particulier. Alors déjà, moi je suis arrivé chez Publinet, non pas par l'édition, mais par la création de fichiers. C'est-à-dire qu'à la base, je crée des livres numériques, oui. Autant dans leur format le plus classique, c'est-à-dire de l'EPUB, de l'homothétique, que dans des projets un peu plus complexes, tels que la revue D'ici là, oui. qui allait même au-delà du site web, qui était mené par Pierre Ménard, oui. qui s'est arrêté en 2014. Et partant de là, forcément, l'apport du web était déjà prépondérant. C'est-à-dire que quand François a créé Publinet en 2008, c'était pour pallier une absence d'acteurs sur le numérique. Et le postulat de base était de dire ce qui n'est pas disponible en numérique, on va le rendre disponible en numérique, mais surtout on va le valoriser en fonction aussi de l'apport de chaque auteur via ses propres blogs et ses propres pérégrinations sur le web. D'accord, donc vos auteurs, en tout cas les auteurs qui sont édités chez Publinet, ont généralement une page Facebook, un compte Twitter, etc. Ils sont sur les réseaux. C'était même avant que les réseaux commencent à être là. C'était la plupart du temps, on partait sur un blog. Ou plutôt que de parler de blog, c'était plus facilement des ateliers à ciel ouvert. Oui. C'est-à-dire que c'était des ateliers de création qui pouvaient autant mêler du texte, du son que de la vidéo. Et notre démarche était complémentaire et complètement souvent intégrée au travail qui était fait par et pour le web. D'accord, mais au départ, en fait, l'offre de Publinet était sans DRM, on est d'accord, hein, c'était une volonté politique, celle-là. Oui, complètement. Alors, on n'était pas totalement sans DRM, on était plutôt avec watermarking, puisqu'on était distribué par Immatériel. Oui. Publinet est né quasiment en même temps qu'Immatériel. Oui. On a travaillé avec eux dès le début, puisque c'était Oui, c'était une plateforme, en fait, dont le mode, finalement, l'estampillage, c'était sans DRM. Oui. Ils ont vraiment lancé, Immatériel a vraiment lancé l'offre sans DRM. Exactement. Sauf que, parce que beaucoup d'éditeurs le demandaient, il y avait donc un watermarking qui était vraiment très léger et qui permettait tout simplement d'identifier la personne lisant le livre. Souvent, c'était matérialisé par l'adresse email ou le nom-prénom. Voilà, ça s'arrêtait là. À partir du moment où Immatériel nous a permis d'enlever ce watermarking, on a sauté le pas immédiatement et on a pu enlever ce système de tous nos fichiers. Alors, c'était tout simplement technique, puisqu'on a énormément de titres, on est à 750 titres.
Donc il fallait les enlever manuellement. Si on avait dû le faire à la main, ça aurait été extrêmement long. Oui. Donc, du moment que techniquement on a pu le faire d'un clic, Oui. bien sûr on s'est pas gêné pour les enlever. Donc vous faites partie de cette génération finalement d'éditeurs pour lesquels finalement les DRM, enfin en tout cas le pillage n'est pas un problème. Le fait de retrouver éventuellement ces fichiers sur des plateformes n'est pas sur le fond un vrai problème. Alors, c'est pas exactement ça. Alors. Déjà, la littérature que nous éditons, oui, c'est de la littérature contemporaine dans sa grande majorité, et forcément, elle est peu piratée. Maintenant, sur le piratage, il faut voir qu'il y a plusieurs types de pirates. Le pirate goulu, celui qui télécharge juste pour charger son appareil, va le faire finalement assez indifféremment pour le film, pour la série, pour la musique, pour le livre. Il va s'attaquer souvent aux grands vendeurs. Donc nous déjà on est malheureusement peu concernés par ce piratage-là. Maintenant il arrive, c'est assez rare, mais il peut arriver que de temps en temps certains de nos titres se retrouvent vraiment sur des réseaux pirates. Et dans ces cas-là, notre politique éditoriale nous sert. Et on essaie pas vraiment de faire pression, mais d'intervenir auprès des acteurs qu'on peut connaître pour tenter de faire retirer le livre. Quand nous avons discuté hier ou avant-hier, je citais un exemple d'un titre qui s'était retrouvé sur une plateforme qui s'appelait, alors je ne sais pas si elle existe encore d'ailleurs, Alexandris, qui a été fermé, il me semblait, il y a 2 ans, qui rassemblait un certain nombre d'ouvrages numériques francophones. Et l'auteur, en fait, tout simplement, un matin m'avertit en disant, voilà, j'ai mon livre qui est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout simplement, par bonne connaissance interposée, on a pu très rapidement faire retirer le livre, directement donc, par les responsables du site. Mais ça s'est passé en plus en 3-4 emails, très simplement. Le contributeur qui avait mis en ligne ce livre, qui se déclarait militant d'une littérature à bas prix, ne savait même pas d'où venait le livre. Tout simplement, il s'est arrêté sur le nom de l'auteur, point. À partir du moment où on a montré que le livre existait déjà dans un format qui était beaucoup plus propre que celui proposé, qu'il y avait toute une offre éditoriale à côté et que surtout il était à 4 €, forcément, l'acte militant perdait tout son sens et la plateforme l'a retiré très facilement. Alors, on n'a pas eu droit de plates excuses, il ne faut pas abuser, mais en tout cas, ça a été retiré. Oui. Alors, vous parlez du terme militant. François Bessire, je vous remercie, on reviendra tout de suite sur votre maison d'édition, mais François Bessire, est-ce que vous êtes un éditeur militant du numérique? Est-ce qu'on peut dire ça? Nous sommes plutôt des militants du livre. Nous, notre culture, c'est celle du livre, et ce qu'on veut faire, c'est du livre. Mais de fait, aujourd'hui, faire du livre, c'est faire du numérique, puisque nous avons une chaîne numérique, et l'ensemble de la production du livre est intégralement numérique, depuis ce que l'auteur nous fournit jusqu'à notre fichier final. Et le papier est une option à la fin. De la même façon que le PDF est aussi une option, qui est la même, en gros, puisque le PDF est imprimeur ou avec des variantes. Et l'EPUB est le produit naturel de cette chaîne-là. Donc pour nous, l'idée, c'est que c'était dommage de se priver de cet outil-là, surtout qu'on trouve nos EPUB extrêmement beaux. Franchement, il y a une maîtrise de... Enfin, malheureusement, selon si on change de support et de logiciel de lecture, il se défait, mais bon. C'est quelque chose de fascinant, l'EPUB, cette reconstitution de la page selon chaque utilisateur, selon le format de l'écran. Format dynamique, Voilà. Et on arrive à faire des choses qui sont très intéressantes. Et en plus, on a des fonctionnalités totalement nouvelles. Donc ça veut dire que vous enrichissez un certain nombre de vos livres. Alors ça, c'est autre chose. Et dans un premier temps, on a fait comme tout le monde de l'homothétique. Bien sûr. Tout simplement pour des raisons éditoriales. C'est-à-dire qu'un projet éditorial, c'est compliqué. S'il y en a deux à la place d'un. Mais en même temps, comme on a vu que nos livres numériques ne rencontraient pas de succès public, sans doute parce que ça a du mal à se mettre en place sur les bibliothèques qui sont aussi nos clients massivement, on s'est dit qu'il fallait ajouter quelque chose au livre numérique, lui donner une attraction particulière et profiter de ses capacités. Toujours l'idée, c'est
profiter au maximum des possibilités du livre papier et profiter au mieux des possibilités du livre numérique. Or, une possibilité majeure, c'est la possibilité d'ajouter de la quantité du contenu sans que ça fasse exploser les coûts ni le mode d'usage. Oui. À l'inverse du papier, où si on ajoute 200 pages, on change de projet. Oui. Donc, on est parti sur l'idée d'enrichir. Par exemple, d'avoir un livre qui est en version française en papier et qui est double en espagnol et en français dans la version numérique. On a un projet qui n'est pas encore réalisé, qui est d'ajouter de l'audio, c'est-à-dire c'est un livre sur l'apprentissage de l'anglais de la chimie, qui est une langue à part, et très utile pour les chercheurs. Et cet anglais de la chimie, le principe du livre numérique, c'est que chaque fois qu'il y a un mot, une syllabe, etc., on l'entend sur un simple clic. Donc on apporte quelque chose. On a un projet plus avancé qui est une histoire d'une abbaye disparue dans l'Eure. Et dans cette histoire de l'abbaye de Lyre, il y aura un volume papier joliment fait avec des images qui racontera l'histoire. Et tous les documents, le catalogue de la bibliothèque de cette librairie reconstituée, etc., seront uniquement dans la version numérique. Voilà ce genre de choses auxquelles on a pensé. Réponse du public, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. D'accord, voilà. Donc on ne peut pas dire, enfin, on continue à penser que le papier finance le numérique, pour vous. C'est-à-dire que nos recettes, c'est le papier, et le numérique, ça ne représente vraiment pas grand-chose. D'accord. Donc je m'adresse à vous, Carole Zalberg. Donc il y a quelques semaines, un auteur qui s'appelle Frédéric Martel a remis au CNL un rapport sur le statut de l'écrivain, qui est assez alarmiste sur la situation justement de la création, notamment contemporaine. Est-ce que finalement l'auteur lui-même est en situation aujourd'hui à la fois de paupérisation, voire de disparition, comme il l'évoque? De disparition, certainement pas. De paupérisation, c'est évident. Enfin, tous les chiffres le montrent. Ah bon, très bien. Non, justement, je voulais réagir. Oui, très bien. Parce que globalement, j'ai l'impression que l'auteur est un peu oublié dans toutes ses réflexions, dans tous ses dispositifs. On oublie en fait que les livres sont d'abord des auteurs, et vraiment ça m'a frappé. Ça ne vient pas de vous, hein, mais dans toute cette présentation, tous les acteurs, tous les gens qui réfléchissent, qui mettent en place les dispositifs, on a l'impression que l'auteur n'est absolument pas représenté. Oui, justement. Alors c'est peut-être une impression, mais parce que je sais que la SGDL ou le CPE ont été quand même consultés. Tout à fait. Mais c'est un peu par force parce qu'on s'invite dans les débats, mais c'est pas une. Mais je termine. Oui, allez-y. Quand j'entends, par exemple, qu'il y a des militants d'une littérature à bas prix, est-ce que ces gens, j'aimerais bien les rencontrer, est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a des auteurs, encore une fois, qui écrivent ces livres et qui ont besoin, enfin, pour ceux qui sont auteurs vraiment professionnels, si on peut employer ce terme, c'est-à-dire qui ne font que ça, si la littérature devient encore moins, enfin, si elle est vendue encore moins cher, les auteurs sont déjà vraiment dans la chaîne du livre ceux qui sont le moins bien servis. Il y a plein d'explications à ça, mais enfin, ça pourrait être un peu mieux réparti. Qu'est-ce qui va rester aux auteurs? Donc, c'est une très belle idée, hein, le partage de la culture, des livres, mais on oublie complètement ceux qui sont à l'origine des livres, et j'avoue que ça me choque beaucoup. Ça veut dire que le nouveau contrat d'auteur, avec sa partie papier et numérique, ne règle finalement pas vraiment la situation de l'auteur? Pas tout, parce qu'on n'a rien obtenu sur la rémunération, par exemple. Enfin, en tout cas, les éditeurs ne se sont pas engagés à ce que notamment le prix du livre numérique soit, enfin le pourcentage, pardon, qu'on touche nous sur la vente des livres numériques soit plus élevé pour compenser en fait la baisse du prix lui-même. En règle générale, maintenant, c'est à peu près passé, c'est autour de 15%, alors que c'est plutôt 10% pour le papier. Donc, ça semble rentrer quand même un petit peu dans les usages, mais en tout cas, ça n'est pas contractuel. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas obtenues, sur lesquelles on revient à la charge, mais qui ne sont pas toutes liées au numérique. C'est vraiment un état d'esprit global où l'auteur a tendance à être oublié, beaucoup de problèmes liés à l'absence totale de transparence des comptes, des rééditions de comptes illisibles. Alors maintenant, ils sont tenus de nous les fournir, mais alors, encore faut-il les comprendre. Carole, vous pourriez expliquer ce que c'est ce que c'est que la réédition de comptes, parce que il faut savoir que les auteurs sont payés une seule fois par an, et même souvent 1 an et demi plus tard, parce que c'est suivant la date de sortie du livre, on reçoit, enfin les comptes sont arrêtés à telle date, et on reçoit ensuite cette fameuse réédition de comptes qui est en fait le nombre de ventes de livres. Chaque maison d'édition a un modèle différent.
incompréhensible. On a vraiment l'impression que c'est fait. Et d'ailleurs, on a fait l'expérience de le montrer à des éditeurs au cours de tables rondes ou de réunions. Et ils sont eux-mêmes incapables de comprendre. C'est vraiment incroyable. C'est réservé aux experts comptables. C'est pensé pour être incompréhensible. Et c'est très difficile ensuite de joindre puis on le fait pas. En général, les auteurs ne décrochent pas leur téléphone pour demander des explications sur chaque ligne parce que vraiment ce serait ça. Donc là, on est reparti un peu au combat pour essayer qu'il y ait au moins une harmonisation de ces fameuses redditions de comptes. Et puis on a plein d'autres choses sur lesquelles on essaye un peu de ne pas lâcher le morceau, parce que c'est vrai que c'est vraiment de plus en plus difficile pour les auteurs, alors que l'industrie du livre va plutôt bien. Oui, les chiffres sont plutôt satisfaisants, tout à fait. Un autre gros problème, c'est la surproduction, ça, on en souffre énormément. Environ 80 000 titres par an, tous genres confondus, oui. C'est énorme. Alors Gwen Catala, comment vous réagissez aux propos? Est-ce qu'effectivement vos auteurs, quelles sont finalement les conditions de travail de vos auteurs, ceux qui travaillent pour Publinet? Est-ce qu'ils ont d'autres activités par ailleurs? Est-ce qu'ils ont d'autres... Oui, alors, sur Publinet, on n'a aucun auteur qui est à plein temps. Oui. Chez nous, en tout cas. Oui. Très peu d'auteurs. Mais très peu le sont, exactement. Peuvent se permettre de ne faire que ça. Et de moins en moins. Et comme le disait Jonathan Little, en fait, la chaîne du livre vit du livre, sauf l'auteur, en fait. Sauf l'auteur, oui. Mais pour revenir à ce que disait Carole, il y a quelque chose qui est assez important, d'une manière générale, c'est que c'est le travail de création et le suivi de cette création qui est absolument pas ou peu considéré par l'éditeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase très active au moment de la préparation éditoriale, de la promotion. Mais après, on passe au suivant. Donc, c'est vraiment du clientélisme. On fait, on passe au suivant. Et le suivi et l'approche vraiment de l'éditeur vers un auteur, avec ne serait-ce que décrocher le téléphone de temps en temps pour voir où ça en est, c'est extrêmement rare. On trouve plus ça dans des petites maisons d'édition qui font souvent un très beau travail. C'est pour ça que ce qui est très agréable pour un auteur, même un auteur un peu installé, et qui d'ailleurs ne peut pas pour autant vivre de sa plume, c'est d'avoir des petites expériences comme ça à la marge avec des plus petits éditeurs, parce qu'effectivement là on trouve cette attention et aussi le fait de défendre les livres presque éternellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans le catalogue, je pense aux éditions du chemin de fer, c'est pas le temps de la fameuse promo, et le temps de vie du livre est vraiment long, et c'est extrêmement rare ça. Mais ça peut se défendre, on peut y arriver, je pense que les libraires sont sensibles à ça aussi. Alors Carole, j'ai remarqué que pour les bibliothèques, vous étiez à la fois chez Ifraction, il y avait un titre, et comme Actes Sud travaille pour Eden Livre aussi, dépose ses fichiers sur la plateforme Eden Livre, vous vous retrouvez en fait sur PNB avec des DRM. Donc d'un côté vous avez pas de DRM, d'autre côté DRM. Est-ce que pour vous c'est comment vous conciliez les deux? Est-ce que c'est un peu le même cas d'ailleurs pour les éditions Publinet, puisque finalement Immatériel vient de passer sur PNB, et donc du coup vous qui étiez militant du non DRM, vous vous retrouvez finalement avec des DRM imposés. On se retrouve avec des DRM et un surcoût lié à cette DRM. C'est-à-dire qu'un titre qui, chez nous, va être à 5 €, on a une politique qui généralement, veut que nos titres soient inférieurs au prix du poche. Déjà, on ne fait pas de poche. Et nos titres papier sont aussi fabriqués de manière à ce que leur prix de vente soit raisonnable. On ne fait pas des pavés de 500 pages, déjà c'est pas ce qu'on ne sait pas faire, et on a vraiment une politique tarifaire volontaire. Tarifaire et aussi en termes de pourcentage aux auteurs. Alors forcément nos ventes ne sont pas souvent à la hauteur de nos ambitions, mais toujours est-il qu'en numérique, un auteur touche 28% du prix de vente. Pas 10, pas 12, pas 15, c'est 28. Les abonnements, c'est 30%. Et on les répartit de manière équitable, en plus. Entre tous les auteurs? Entre tous les auteurs, oui. C'est quelque chose qu'on a instauré quand j'ai repris la main avec François Bon. Alors, pour les abonnements, on a deux offres. On a l'offre particulier, qui comprend en fait l'accès illimité au catalogue pendant 1 an, en streaming, puisque Immatériel proposait du streaming, et surtout en téléchargement. Téléchargement définitif, c'est-à-dire qu'à la fin d'1 an, le fichier vous appartient. D'accord. Il ne se chronodégrade pas, il ne se détruit pas. Et pour les bibliothèques, nous étions limités
j'espère que ça va bientôt changer, et ça peut changer bien sûr à l'EPNB, au streaming, puisque c'était tout simplement, Immatériel étant notre distributeur unique, c'était la solution technique qui mettait en avant. Donc, des limitations de ce côté-là. Et quand ce système a été mis en place, donc à l'époque de François Bon, le mode de rémunération était très complexe et forcément très arbitraire, c'est-à-dire qu'il était calculé pour chaque titre le moment où il était mis en ligne et donc mis en lecture, le temps de lecture, donc forcément on se retrouvait des fois avec des chiffres de tel titre qui avait été eu 810 000 heures. Ce qui était juste impossible. Comment définir qu'une page est réellement lue? Est-ce qu'elle tourne pas en boucle? C'était vraiment incompréhensible. Donc, d'ailleurs, le modèle lui-même, le modèle d'Immatériel pour les bibliothèques était incompréhensible. Que ça dépendait du nombre de titres, du bouquet, plus le nombre d'habitants de la collectivité. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y a deux modes de calcul. C'était soit par nombre d'habitants, donc par bassin, soit par usager. Mais comment contrôler qu'une bibliothèque qui a acquis une licence pour 20 usagers l'utilise pour 20 ou 25 Nous, à notre niveau, c'était absolument illisible, mais même au niveau de la bibliothèque, comment le limiter ou pas, quel retour obtenir. Du coup, on se retrouvait en plus avec une relation entre l'éditeur et la bibliothèque qui était totalement faussée, voire absente, puisque Immatériel étant le partenaire technique, ça ne passait que par eux. Donc là, on réfléchit à d'autres modèles et d'autres solutions. Déjà parce qu'Immatériel abandonne au fur et à mesure ce système-là. On était quasiment les seuls à l'utiliser. Et surtout, c'est qu'on veut interagir avec les bibliothèques qui, pour la plupart, nous soutiennent depuis le début. En plus, et d'ailleurs, vraiment un acte militant pour le coup. Vous avez eu le soutien en 2012 ou 2013, vous avez eu le soutien du CNL pour une offre de 50 titres aux bibliothèques. Pour une opération, oui. Une opération, il s'agissait d'une expérimentation auprès des bibliothèques où on mettait à disposition physique 50 e-pubs. Donc 50 fichiers qu'on avait choisis éditorialement, et ça permettait en fait à 100 établissements, il y en a eu un peu moins, il y en a eu 80 à peu près, de pouvoir mettre en place des offres de médiation et d'avoir surtout un retour d'expérience. C'est ce qui a été le plus enrichissant. Alors c'était très hétéroclite, on avait des écoles, des collèges, des bibliothèques, des BDP, et ça a été vraiment très intéressant, si ce n'est que en tout cas pour notre fournisseur, c'était pas beaucoup moins intéressant puisque eux vendaient forcément un modèle streaming et nous à cette époque-là on était vraiment déjà en train de réfléchir à l'accès aux fichiers avec toute la problématique que ça peut apporter, que le PNB résout en partie puisque justement aujourd'hui on peut accéder via le PNB au catalogue Publinet, l'acquérir, sauf qu'il y a 2 € supplémentaires liés à cette DRM. Oui, qu'il faut rémunérer. Alors, il faut savoir que Publinet n'a absolument pas participé aux discussions entre tous les acteurs. Immatériel nous a annoncé la signature quand ça a été effectif, nous a indiqué les disponibilités techniques, et c'est tout. Nous n'y avons pas participé, donc on n'est pas fondamentalement contre. Par contre... on aimerait bien être informé. Voilà, on aimerait bien être informé, participer, et surtout pouvoir éventuellement proposer des idées justement pour se défaire de cette DRM ou trouver au moins d'autres solutions. Surtout quand on défend une offre sans DRM. Alors, à des charges du PNB, la FNAC met des DRM sur nos titres. On n'a jamais demandé à avoir des DRM et on a beau les contacter, c'est sans réponse. C'est sans réponse. Donc, on subit. D'accord. Carole, alors justement... Oui, non, je veux revenir à votre question précédente. Vous aussi, finalement, Non, en fait, je vais être très très honnête, et là je reprends vraiment ma casquette d'auteur, et je pense que je vais parler pour la plupart des auteurs. On est à des lieux de se poser ce genre de questions quand ces histoires de DRM, donc vous me disiez, vous vous retrouvez à la fois... Moi, quand j'ai vraiment été parmi les premiers titres de Diffraction, et ce qui m'a séduite, c'était la démarche de Franck Olivier, son énergie, la présentation de ces cartes que je trouve absolument géniales. C'est vraiment, je ne sais pas si vous les avez vues, si vous voyez comment ça se présente. C'est vraiment la couverture du livre. En plus, le graphiste est très doué. Et donc c'est sous format carte postale et donc les libraires peuvent la proposer, donc ça matérialise cette offre qui était jusque-là immatérielle et ça c'est très intelligent je trouve. Donc moi j'ai pas creusé plus loin, je suis pas allée me demander ce que ça représentait en termes de rien au-delà de vraiment de
de la relation auteur-éditeur et de cette démarche qui me paraissait innovante. Et, et je pense que la plupart des auteurs, et y compris ceux qui sont chez Publinet, sont dans le même cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas, peu de gens sont experts en toutes ces données techniques qui sont d'une complexité incroyable, qui bougent en plus en permanence. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a aussi besoin de pouvoir faire confiance à nos éditeurs, qui sont aussi, parce que tout à l'heure vous disiez, les éditeurs ont le souci que ces offres aux bibliothèques menacent en fait la librairie. Mais c'est aussi un souci pour les auteurs. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on peut, en même temps que la sortie en librairie, la première sortie en librairie d'un livre, l'emprunter 50 fois en même temps, enfin en simultané, je sais pas, est-ce que ça ne menace pas le circuit traditionnel et du coup les auteurs aussi? Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement par cupidité que les éditeurs réagissent comme ça. Tout à fait, absolument. De toute façon, l'édition numérique n'aurait pas existé au début des années 2000 quand on a commencé sans offrir une garantie à la fois aux éditeurs et aux auteurs de la protection entre guillemets des fichiers. Alors ce débat vous inspire quoi, François Bessières? Est-ce que vos auteurs se sont dans une situation un petit peu différente, parce que c'est souvent des universitaires? Oui, effectivement, souvent, ils sont en tous les cas rares, ils ne vivent pas de leur plume, ça c'est certain. Mais moi je trouve dommage d'opposer les auteurs et les éditeurs. Je pense qu'on est exactement dans le même cas. C'est ça. Et donc effectivement, c'est le même combat. Et en face, on a des énormes groupes, on l'a quand même bien compris, et en particulier sur le numérique. Et on est loin de maîtriser ce qui se passe. Il est évident que nos livres numériques, on les donne sans DRM. C'est un choix éthique, c'est un choix fondamental. Et alors, bien sûr, ils sont vendus. Expliquez pourquoi c'est un choix éthique. Tout simplement parce que on vend un livre à un lecteur pour qu'il puisse le lire. Le livre papier, on n'aurait pas l'idée de lui vendre un livre où une page sur deux est blanche. Donc, et il va pouvoir le lire intégralement, il va pouvoir le garder, il va pouvoir le relire, etc. Et là, tout d'un coup, on lui offrirait un produit qui serait a priori, qu'on prétendrait être le même, mais en fait, il ne pourrait pas l'imprimer, il ne pourrait pas le copier, et à la limite, il ne pourrait même plus le lire. Oui, c'est ça. Donc, on voyait bien qu'en même temps, ce truc-là, ça gênait les gens qui n'étaient pas des habitués de l'informatique, et que par contre, ceux qui savaient se débrouiller avec des DRM, c'était pas un problème pour eux. Donc, on se trompait, là, à mon avis, sur l'histoire du DRM. Alors, en même temps, ça n'empêche pas que les diffuseurs mettent des DRM dessus. Ça, on n'y peut rien. Alors, il faut savoir qu'un éditeur ne maîtrise absolument pas aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que c'est nous, mais ce qui se passe avec nos fichiers numériques. Parce que notre diffuseur, donc nous, on fait pas de diffuseur, on a un diffuseur. Comme c'est non exclusif, le diffuseur a plus ou moins contracté ou pas avec toutes sortes de plateformes. On a commencé par Immatériel, mais bien d'autres aujourd'hui. Et on est souvent extrêmement surpris de les trouver dans des endroits où on ne savait absolument pas qu'ils étaient diffusés et à des tarifs qui ne sont pas les nôtres, etc. Bon, donc c'est un peu impressionnant, oui, parce que ça circule partout. Et alors, pour le piratage dont on a parlé tout à l'heure, nous, on a été confrontés à un piratage militant, c'est-à-dire le livre, et on dit en librairie vaut 13 €, c'était pourtant pas extrêmement cher, mais pourquoi l'acheter puisque vous pouvez le télécharger gratuitement, cliquez ici. Voilà. Et ça nous a semblé une nouvelle génération. Après tout, ça nous dérangeait pas trop qu'on maîtrise pas. De toute façon, on n'attend pas de ressources du numérique pour l'instant, on n'en a pas eu ou pratiquement pas. Donc c'était pas trop gênant dans le principe de savoir, parce qu'il y avait toutes sortes des bonnes âmes qui venaient vous dire, vous savez qu'on les trouve gratuitement, etc. Mais quand on a été en face de quelque chose comme ça, qui était une tentative militante, véritablement, ça nous a interpellés quand même, parce que c'est notre vie. Enfin, on n'a pas du tout parlé de la loi Le Maire, qui est en cours de discussion à l'Assemblée. Ce qu'elle prévoit pour l'instant, mais ça peut changer, les amendements varient, mais ce qu'elle prévoit par exemple pour les revues scientifiques de sciences humaines, qui est de rendre public au bout d'un an les textes, qui nous paraît une bonne idée. On se dit c'est financé en partie par le public, par l'État, et pourquoi ce ne serait pas gratuit pour tout le monde. Ça raye totalement le travail éditorial. Donc on oublie souvent les auteurs, mais on oublie beaucoup le travail éditorial. On a l'impression, et c'est ce que donnent ces pratiques du net, qu'il suffit de mettre des fichiers, que n'importe qui à la limite peut le faire, etc. Et donc on voit très bien que les revues de sciences humaines, pour nous en tout cas, celles du CNRS et des gros organismes qui sont largement financés, le continueront, mais les nôtres, on a déjà prévu, parce que tout simplement, la ressource qui finançait le travail éditorial, c'est les abonnés.
Et à partir du moment où, évidemment, qui va s'abonner pour avoir des textes qui, l'année prochaine, seront en accès libre? C'est pas raisonnable, c'est pas la peine. Enfin, voilà, surtout en sciences humaines, on n'est pas non plus dans l'urgence des dernières recherches. Donc voilà, ça montre que le danger est partout. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Les acteurs voient un peu passer devant eux. Exactement. Mais vous n'avez pas précisé sur quelle plateforme vous étiez disponible, notamment pour les bibliothèques. Alors, librairie.fr, par principe, on était d'accord sur la pratique dès le départ. Ça nous paraissait intéressant. Oui. Mais évidemment aussi Amazon. Et puis, je ne pourrais même pas faire la liste aujourd'hui de l'ensemble. Mais de nouveau, on confine ça à notre diffuseur. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que pour les bibliothèques universitaires, il s'est développé des... je ne sais pas comment ça s'appelle ça, j'ai vu que vous appeliez agrégateur, quelque chose que nous on appelait agrégateur, c'est-à-dire des boîtes qui sont américaines, bien sûr, librairie d'Osonera, qui ont un dispositif extrêmement sophistiqué, justement de prêt avec des jetons, avec Adobe, tout ça, et qui ont pour nous un grand intérêt, c'est-à-dire qu'ils ratissent tous nos fichiers numériques chez notre diffuseur et ils les présentent sans qu'on ait besoin de faire de démarche une fois qu'on a signé un contrat de diffusion, sans qu'on ait besoin de faire aucune démarche. Nous on dépose nos fichiers numériques à mesure qu'ils sont mis en vente sur la plateforme. Une diffusion sans intervenir du tout. Voilà, c'est ça. Et donc on sait que d'Osonera et Librairie vont passer les uns après les autres et qu'ils vont offrir aux bibliothèques des bouquets dans lesquels nos livres seront sans qu'il y ait eu d'intervention éditoriale. Voilà quelque chose qui est relativement pratique. Alors des retours financiers, pas encore. Donc, normalement il devrait y en avoir, mais bon. D'accord. Très bien. C'est la grande affaire, c'est que pour l'instant le numérique n'est pas rentable. Pas du tout. Justement, il y a un certain nombre d'éditeurs qui aujourd'hui avaient éventuellement envisagé d'aller sur le numérique, mais finalement qui font machine arrière parce qu'ils considèrent que d'abord il y a peu de demandes, et puis est-ce que c'est vraiment un support adapté, etc. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, en fait, un auteur pourrait interdire une exploitation numérique de son œuvre? Bien sûr qu'il peut. Il peut tout il simplement ne pas céder ses droits numériques, puisque maintenant, dans le contrat est en deux parties, donc on a absolument la possibilité de refuser de céder les droits numériques. Je pense que peu le font. Mais je pense qu'avec justement, comme on constate que ça ne prend pas tant que ça, que c'est un peu... je pense que c'est ceux qui ont un travail comme Publinet très pointu et vraiment, encore une fois, novateur, qui peut-être s'en sortiront le mieux et qui dureront. Les éditeurs, pour l'instant, les éditeurs traditionnels ont tendance à simplement faire ce qu'ils ont toujours fait en essayant plus ou moins et puis ils ont décollé un peu en retard en plus. Pendant des années, ils ne s'en sont absolument pas préoccupés. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'imagine même pas comment ça peut vraiment prendre, puisqu'il n'y a pas je pense, il n'y a pas une réflexion de fond sur ce que ça implique, ce que ça a de nouveau en fait. Si on se contente d'une part de ne proposer que des livres homothétiques, c'est pas si intéressant que ça, alors qu'on peut faire 1000 choses, j'imagine, grâce à ça. Donc, même du point de vue de l'écriture, parce qu'au départ, je crois que cette table ronde était, on va y venir. Ça implique aussi des choses qui sont passionnantes. Donc, alors, parlez-moi de votre expérience, justement, on y allait y venir, sur à quoi sert finalement comment utilisez-vous l'Internet? Vous êtes sur Facebook? Comment utilisez-vous les réseaux sociaux, etc. Moi, je les utilise pas mal. Je suis assez présente sur Facebook uniquement. Je me disperse pas trop. Et j'ai un exemple très précis. J'ai fait un séjour d'1 mois en Israël dans le cadre d'une mission Stendhal, donc une bourse de l'Institut français, une bourse de recherche pour un projet de roman. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai tenu une espèce de journal qui était très motivé par le fait de partager des extraits, pas l'ensemble du journal, sur Facebook. C'était une façon d'être en lien avec les gens qui suivent plus ou moins mon travail ou des gens qui me connaissent. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'est comme si j'étais accompagnée d'une certaine manière et ça m'aidait aussi à fixer les choses, tout ce que je recueillais. Et ça a donné au bout du compte un livre, puisque le journal est paru là, chez Intervalle. Et ça, c'est vraiment une expérience qui est pour moi. En plus, j'ai tout écrit sur un iPad. Donc c'est vraiment, là, on est complètement dans cet univers-là. Et je pense que ça a donné quelque chose de différent que si c'était le papier. C'est-à-dire que c'est pas juste, c'est pas un livre de plus, c'est une écriture qui était aussi liée à cette sorte de rendez-vous en fait que j'avais avec
avec les internautes. Et voilà, et tout ça est vraiment passionnant. Et peut-être qu'on oublie un petit peu cet aspect-là, enfin pas chez Publinet ou plein de gens qui sont plus dans l'expérimentation. Oui. Justement, par rapport à l'expérimentation, est-ce que vous seriez favorable au crowdsourcing, c'est-à-dire au fait de coécrire finalement éventuellement un roman, pourquoi pas? Est-ce que ça vous... Pas sûr que ça me conviendrait très bien, mais pourquoi pas, hein. Moi, je suis ouverte à toutes les expériences. Non, en revanche, participer à des livres, des collectifs, c'est-à-dire être... c'est pas anodin non plus, c'est partir d'une commande, c'est-à-dire aller là où on ne serait pas forcément allé spontanément. Et j'ai un exemple tout récent, puisque ça concerne Publinet, puisque c'est Publinet qui va le publier, d'un collectif autour de l'idée de surveillance. Au départ, plutôt surveillance numérique, mais bon, c'est un peu élargi. Et j'en parle parce que j'ai bloqué pendant des mois. Vraiment, ça m'inspirait pas du tout. Peut-être parce que c'était trop orienté. On voyait un petit peu où les commanditaires voulaient nous emmener. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un déclic et je suis très heureuse du coup de participer à ça. Mais clairement, c'est quelque chose que je n'aurais pas écrit s'il n'y avait pas eu cette initiative et ce projet. D'accord. Est-ce que la démarche de Carole est la même chez les auteurs de Publinet? Est-ce qu'il y a cette volonté de transformer un petit peu leur travail à travers les réseaux? Alors c'est assez large. En fait, ça dépend vraiment de l'origine de l'auteur. J'ai deux exemples. On a par exemple quelqu'un comme Didier Danenx qui continue à nous fournir des textes, des fois même des textes anciens dont il a récupéré les droits numériques, mais qui n'a pas de démarche numérique en soi. Et à côté de ça, on a quelqu'un comme Seb Ménard qu'on a publié il n'y a pas longtemps, qui écrit depuis un studio mobile. Donc là, il a passé l'hiver en Transylvanie, justement. Il faut voir que c'est quelqu'un qui parcourt le monde à vélo, avec un micro-studio mobile, et il écrit et il partage ses écritures et ses travaux sur le web et sur les réseaux sociaux. Au quotidien ? Au quotidien. D'accord. Au quotidien. Et donc nous, on est arrivé ensuite, donc une partie de l'expérience était déjà menée via et sur le web, et on a fait un travail éditorial de retraitement de cette information, photo et textuelle, pour en faire un objet qui est sorti en papier et en numérique. On a un autre projet en cours qui est mené par l'un de nos directeurs de collection qui s'appelle Maïgan Lepage, qui a vécu 4 ans en Asie. En fait, il vivait à 300 mètres de chez moi, en Asie, et qui est parti visiter les mégalopoles asiatiques, et qui a donc, pareil, sous une forme de journal, qui n'était pas uniquement textuel, puisqu'il y a des enregistrements audio, vidéo, des interactions sur ses billets de blog avec les gens qui le suivent, blog et Twitter et Facebook, et qui ont forcément orienté et influencé sa propre appréhension de l'expérience et son travail d'écriture aussi. Donc, c'est des gens qui ont complètement intégré la mobilité dans leur acte de création, et ils utilisent justement ces nouveaux outils du web à 100%. Il y a, avant de travailler à Publinet et avant même de créer Numérique Livre, j'avais co-créé Numérique Livre avec Jean-François Guérard. Avec ce même Jean-François, nous avions participé, on avait été à l'initiative d'un projet sur Facebook qui était un roman, un cadavre exquis écrit à 3 mains sur 3 continents, et qui n'a pas connu de publication papier d'ailleurs, parce qu'on voulait vraiment que ce soit une expérience. Et on avait créé un polar qui était tout simplement distillé au fur et à mesure sur Facebook, en intégrant en tant que participant et personnage secondaire, voire des fois premier, les gens qui nous suivaient. On interagissait avec eux, donc c'était déjà assez marrant à faire, même très jouissif, et on se retrouvait avec une œuvre qui était complètement dynamique, puisque liée, vraiment imbriquée dans le réseau. Et donc des possibilités d'écriture collaborative, de grande forme, sont tout à fait possibles. Après, de quelle manière on peut matérialiser ça en tant qu'objet, objet commercialisable, du moins dans son intégration dans la chaîne du livre, c'est autre chose. On a souvent des limitations techniques. C'est-à-dire que quand j'ai pris en charge la revue d'ici là, qui était donc une revue de création, où on avait quand même en règle générale une 50aine, voire une 60aine d'intervenants. C'était vraiment beaucoup. Des plasticiens, des écrivains, des vidéastes. On avait fait le choix de ne pas en faire un site web.
On voulait quand même avoir un objet qu'on puisse transporter avec soi, donc qu'on puisse matérialiser. Et il était très difficile de créer, donc pour le coup on était sur le format EPUB, qui soit lisible, donc où on ait une expérience de lecture, puisque la fabrication du fichier était finalement une forme aussi d'écriture et de navigation. De quelle manière on pouvait arriver à un produit fini qui puisse être d'expérience égale d'un matériel à l'autre. Et on s'est retrouvé confronté à des problématiques techniques assez terribles et des problématiques de distribution et de diffusion. C'est-à-dire que nous, on fonctionnait pour le coup, on n'avait pas le choix, le fichier n'était visible que sur iPad, ou du moins sur tout ce qui était matériel Apple, puisque c'était les seuls qui le proposaient. Notre distributeur immatériel acceptait ce fichier pour notre propre librairie, mais avait du mal des fois à le distribuer même chez Apple. Tout simplement parce que l'intermédiation ne fonctionnait pas. Si nous déposions le fichier en direct chez Apple, il n'y avait pas de souci. Maintenant, comment un libraire Epagine, puisque je pouvais très bien, moi, en tant que consommateur et lecteur, faire le choix d'acheter ce livre-là chez Epagine ou chez Mola ou Audivan, et après l'installer moi-même sur mon lecteur. Enfin, on est quand même libre d'acheter son livre où on veut. Sauf que au niveau de la distribution, ça bloquait. Ils ne prenaient pas en compte ces fichiers, de par leur complexité et surtout de par leurs métadonnées. C'était vraiment un problème de métadonnées. Donc, on est moins maintenant, mais jusqu'à même très récemment, on était quand même souvent confronté à cette problématique technique qui bridait la création. Oui, je comprends. Et c'est très difficile. C'est-à-dire que quand un projet arrive, donc, on va définir immédiatement le type de distribution et de diffusion qu'on va faire. Donc, on sait qu'en numérique, il doit être interopérable. C'est le minimum. Donc, c'est EPUB, le format Kindle, forcément. On a encore des titres qui sont en PDF, mais qui sont plutôt anciens. Et à partir de là, on voit, suivant le projet de l'auteur, ce qu'on peut y rajouter. Donc, on fait souvent des lectures. L'auteur peut aussi apporter une matière audio et vidéo, et on va voir de quelle manière on peut l'intégrer. On peut faire des sites compagnons. Qu'est-ce que vous appelez un site compagnon ? C'est un site qui accompagne, comme son nom l'indique, le livre. C'est une prolongation de la lecture. Oui, c'est pas le bouquin lui-même sous une autre forme. Non. Là, on s'approcherait de ce qui s'appellera plus tard la web édition, mais on n'y est pas encore. Là, c'est vraiment typiquement un accompagnant de lecture, donc qui peut autant regrouper des notes de lecture, des chapitres, pourquoi pas, préparatoires. Mais des images qui sont évoquées dans le livre, par exemple. Exactement, oui. Voilà, même aussi des interviews, la retransmission de lecture en librairie. On peut voir ça assez large. C'est de la ressource qui peut aussi être utilisée pour nos abonnés, qu'on met souvent en ligne un peu en avance pour les séduire, surtout pour les récompenser de leur fidélité. C'est surtout ça qui est important. On essaie de prendre soin de nos abonnés. Mais c'est tous ces matériaux qui avant étaient restés cachés sous la table ou dans l'ordinateur de l'auteur, on essaie de les mettre en avant, puisqu'ils racontent l'histoire à travers l'histoire. Et des fois, on a des chemins de traverse qui sont vraiment très intéressants et qui peuvent donner lieu à d'autres projets. D'accord. Carole, je vous reprends là. Est-ce que vous pourriez imaginer finalement un travail qui soit uniquement sur un site web, bref, un livre site web? Est-ce que ça vous paraît Pourquoi pas, justement, ce que je me disais, c'est que peut-être qu'il faudrait aussi arrêter de systématiquement vouloir faire un livre à partir de tout ce qu'on expérimente. C'est autre chose, d'autres pistes, parce qu'effectivement, ça revient à brider la création et c'est dommage. Donc peut-être que si d'emblée on se dit... vraiment on tente des choses et on ne va pas ensuite réduire parce qu'il faut que ça rentre en quelque sorte dans le format livre, tuyaux, numérique ou pas. Oui, moi ça me paraît très intéressant. C'est autre chose, mais c'est comme faire de la scène. C'est vraiment... Et du coup, pour les auteurs, ça ouvre de nouvelles voies pour la vie des textes, parce que finalement, ce qui compte, c'est le texte, c'est pas l'objet lui-même. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas. Faut-il encore que les tuyaux soient adaptés pour apporter cette création et cet objet? C'est plus une histoire de diffusion que d'objet lui-même, de produit fini. En tout cas, on retiendra l'idée que la technologie peut brider finalement la création.
Mais le format EPUB en soi bride énormément de choses. C'est-à-dire que, tout à l'heure vous l'avez dit, le format EPUB est l'équivalent d'un mini-site web. Sauf qu'on peut faire infiniment de choses en HTML, CSS, qui sont les deux technos utilisés pour un site web. L'EPUB réduit considérablement la marge de manœuvre. On est vraiment très limité. Alors qu'on dit que finalement, ça c'est le format idéal pour la commercialisation. C'est un format, je pense, transitoire qui a été surtout mis en place pour sauvegarder l'idée d'un livre. Quelque chose de fermé, en fait. Quelque chose de encapsulé, de fermé et de fixé. D'accord. Il faut voir que la possibilité de mettre à jour un fichier numérique auprès du lecteur, je me base à la fin de la chaîne, est possible aujourd'hui via quelques acteurs, via les grands acteurs, Apple et Amazon le permettent, mais c'est même une fonctionnalité qui est peu utilisée, alors que ça peut être un outil de création. C'est-à-dire non pas fournir un ouvrage non terminé et l'enrichir au fur et à mesure, mais au contraire le faire évoluer. C'est ça. On est limité technologiquement. Mais l'idée d'une œuvre en fait en work in progress, ça c'est quelque chose qui a l'air de vous intéresser beaucoup, ça. Mais qui existe depuis que le web existe, bien surtout. Sûr. Bien sûr. Quelle réflexion vous inspire ce type de commentaires sur le bridage finalement de la création par la technologie? Je pense qu'en effet, je ne suis pas sûr qu'en effet le livre et le numérique qui vont très bien ensemble pour la production, ça aille jusqu'au bout ensemble. Et je suis tout à fait ce qui a été dit là, parce qu'effectivement une de nos réflexions c'est est-ce que le numérique et le livre ça fait vraiment bon ménage? Est-ce que c'est parce qu'on a ce modèle du livre qu'on est un peu bridé sur le numérique et inversement. Enfin, je pense que c'est là quelque part qu'il y a une réflexion à faire. Et en même temps, il faut travailler dans le présent. Donc, ce qui est disponible comme moyen, utilisons-les pour avancer, parce qu'on ne peut pas attendre qu'ils changent. Je ne veux pas orienter le débat sur autre chose, parce que c'est pas mon rôle, mais juste une question que j'aimerais, parce que je voyais le temps passer en même temps. Et il a été beaucoup question de médias divers qu'on peut mettre effectivement dans un EPUB. Une des problématiques pour nous majeures en matière de livre numérique, c'est les images. Parce que les droits d'auteur d'images, alors ça, les auteurs d'images se défendent, il me semble, mieux que les auteurs de textes. Ils sont peut-être encore plus menacés. Donc. Oui. Mais de fait, pour nous, l'économie du livre numérique, elle est problématique, et du livre en totalité, à cause de l'image. Nous faisons du livre d'art. Oui. Quand on va sur une banque d'images acheter des reproductions de musées, bien sûr des choses publiques. Des beaux livres, vous parlez des beaux livres. Voilà, je parle c'est ça, du livre d'art. Mais après tout, le livre numérique peut être très intéressant pour ça. Oui. Et l'image peut être mise en valeur de façon formidable. Sauf que quand on va acheter une image, je prends un exemple tout simple, au musée d'Orsay, une reproduction d'un tableau célèbre, on nous le cède pour un tarif très raisonnable quand il s'agit de livres papier. Parce qu'on suppose que c'est une seule langue et qu'un seul aire culturel de diffusion. Oui. Dès qu'on dit qu'on fait un livre numérique, le tarif monte énormément. Ça devient monde, ça devient toute langue, ça devient etc. Et à la fin, oui. Mais c'est passé de... Ça peut être même x100. Hein, ça peut même être x100 suivant oui, c'est ça, ça sur peut la être RMN. C'est au moins x10 et éventuellement encore plus. Et à la fin, ça pose vraiment question. Sans compter que parfois, il y a en plus des contraintes techniques, c'est-à-dire mettre dans l'image le nom de l'auteur, le copyright, etc. Ce qui la rend quand même, je ne sais pas, en particulier en matière d'art, si on colle dessus des copyrights, ça donne quand même quelque chose de bizarre. Donc là, il y a une vraie difficulté. Il me semble que le monde de l'image se protège davantage que le monde du texte. Oui. Et en même temps, il menace fortement l'activité. Parce que quand le coût devient explosif, très important, je sais pas, quand on met 200 images dans un livre, ça va vite. On peut le faire en papier et en numérique, on ne le fait pas. Et alors, à voir des EPUB où il n'y a pas d'image, il vaut mieux pas en faire du tout. Enfin, Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que les droits web existent maintenant depuis quelques années. Donc on peut acheter des droits web, des droits papier, mais des droits numériques qui sont hybrides, on les a pas ou à des prix totalement déraisonnables.
Le fait justement de matérialiser sous forme de carte le livre numérique, vous disiez que c'était une très bonne idée parce que c'est un objet artistique, etc. Mais est-ce que finalement... Pas seulement, c'est aussi parce que ça donne un rôle au libraire. Ça a permis vraiment le rôle du libraire, oui. Très facilement, finalement, que cette proposition, cette offre numérique trouve sa place naturellement chez un libraire qui peut mettre le présentoir à côté de sa caisse. C'est vraiment... C'est pas seulement parce que c'est un bel objet. Ça me paraît ça a une utilité, une fonction. D'accord. Alors on peut signaler que c'est disponible aussi en bibliothèque et pas seulement effectivement en librairie. On a combien de... Oui, ça permet aussi, par exemple, je sais que Franck-Olivier fait beaucoup de salons. Oui, donc justement, sur les salons, il a ses cartes à montrer. Qu'est-ce qu'on montre sinon quand on est... La matérialité est très importante, parce que mettre à disposition Alors c'est très important, je coupe, on va continuer, mais en même temps, on revient dans l'univers papier, alors qu'on défend du numérique, on a besoin quand même de matérialiser. Pourquoi s'interdire de... Non, c'est pas s'interdire, mais c'est étrange, en fait, ce rapport systématique ou ce retour au papier. L'être humain est par définition tactile, donc on a besoin d'avoir quelque chose entre les mains. C'est amorphe, c'est du plastique, c'est amorphe. Oui, c'est une boîte en plastique. Oui. Exactement, qui en plus peut indépendamment avoir de la romance, de l'historique, etc. Alors que le livre, finalement, par sa couverture, l'entrée indique l'objet. Donc la matérialité est très très importante et je me rappelle à l'époque, la librairie, alors c'était l'Arbre à Lettres, avait mis en place l'une des premières bornes Hypagine. Et alors c'était très étrange parce qu'en fait cette borne faisait peur limite autant aux libraires qu'aux usagers qui n'osaient pas l'utiliser. D'accord. En fait, ils présentaient le catalogue de Hypagine. C'était une borne qui permettait d'acheter les livres numériques, sauf que ça demandait à ce qu'il y ait un libraire, donc du personnel qui soit dessus pour montrer comment ça fonctionnait. Les 3 quarts du temps, même lui ne savait pas. Et donc, on se retrouvait en plus avec une expérience qui était déjà dégradée et qui était forcément peut-être plus intéressante de chez soi, sur son canapé. Donc la matérialité en librairie est vraiment très importante. C'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je touche, est-ce que je peux le feuilleter, de quelle manière je le feuillette. Donc revenir par un format papier, par la sensation, en fait, par la sensation d'avoir accès à quelque chose et de repartir avec quelque chose. L'acte d'achat aussi est très important. On repart avec quelque chose et non pas avec un ticket comme si on allait acheter son loto. Voilà. Oui, et d'ailleurs les cartes on les garde ensuite. Oui, c'est comme un objet. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans cette bibliothèque. Oui. Merci, mais la discussion n'est pas finie. Donc, toutes ces personnes dans la salle qui sont bien sages, peut-être qu'elles ont des choses à dire. Oui. Donc, je leur passe volontiers le micro si elles veulent intervenir. Parlez bien près du micro et présentez-vous, ça serait bien. Bonjour, Dominique Lenné, réseau des médiathèques du Havre. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre table ronde où ont été évoquées finalement beaucoup de difficultés qui seraient liées au numérique. Là où ça m'inquiéterait, c'est que ça fermerait la porte finalement à de nouvelles aventures littéraires. Je m'explique. Finalement, nous, bibliothécaires, notre problématique, c'est de faire revenir, des publics éloignés de Dame Littérature vers celle-ci. Ces publics, quels sont-ils? Essentiellement, je pense, par l'expérience que je peux en avoir, un public technophile qui va être plus attiré effectivement vers l'architecture web, le HTML, et qui se dit que finalement le livre numérique, bof, ça lui apporte pas grand-chose. Sauf que là, ma question ira peut-être, Carole, plus vers vous. Est-ce que l'auteur n'a pas là à travailler finalement pour le numérique avec un style qui va être totalement différent, totalement formaté différemment du livre papier? Et puis, j'en termine. Pour l'autre public éloigné du littéraire, finalement, ce sont les jeunes qui s'arrêtent après des études courtes et qui, eux, sont plus sur le téléphone portable. Et là, j'écoutais assez souvent Europe 1 et justement, je suis tombé hier matin sur une expérience d'un éditeur que je n'ai pas approfondi, mais qui s'appelle, je crois, Short Édition. Voilà. Des formats courts, très très courts, formats courts, qui proposent, comme on irait se chercher un café
de la littérature en ticket de caisse, mais une littérature travaillée quand même pour faire revenir ce public vers la littérature. Donc voilà, le numérique, ça peut fermer des portes, mais je pense que ça peut en ouvrir beaucoup et apporter. Alors, là, je ne vais répondre que pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres auteurs, mais il me semble que quand on est écrivain, on a une voix intérieure et qu'on essaye de transmettre, d'en faire quelque chose, et donc on écrit pour ça. Je ne vois pas comment et pourquoi. D'ailleurs, on transformerait cette... D'abord, ce serait illusoire, parce que qui sait comment écrire et s'adresser à tel ou tel public en étant sûr d'y parvenir. Donc, on aurait toutes les chances de s'y perdre complètement. En revanche, ce qui peut se passer, c'est ce que je racontais tout à l'heure, cette histoire de journal tenu en partie sur Facebook, c'est que l'écriture peut s'en trouver... influencé, modifié, mais c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on s'embarque dans une aventure et l'écriture, du coup, est peut-être un peu différente, effectivement, mais ça ne peut pas, à mon avis, être une stratégie, parce que c'est pas ça l'écriture, c'est pas, enfin l'inspiration, l'écriture, la voix des écrivains, c'est absolument pas une décision calculée, un certain nombre d'éléments qu'on prendrait en compte pour... Donc ça me paraîtrait non seulement un peu dangereux pour la littérature, pour Dame Littérature, comme vous dites, et en plus un peu illusoire. Oui, ça, on ne peut pas se transformer en personnage qui va écrire pour le web, en fait. Je rajouterai quelque chose à ce que Caroline vient de dire. Qu'un support de création influence l'acte d'écriture, ça c'est tout à fait normal. Par contre, penser au support de diffusion pour un auteur, c'est le boulot de l'éditeur, à la limite, d'arriver à encapsuler du mieux possible l'expérience et l'amener vers les publics. Pour répondre à votre première question, la difficulté, elle est présente, elle est vraiment présente. À notre niveau, en tout cas, c'est quelque chose, au contraire, qui nous stimule énormément. C'est-à-dire que plus on va aller vers ces difficultés, plus on va essayer de trouver d'autres chemins, d'autres voies pour apporter cette littérature-là à ces publics-là. C'est-à-dire que nous, je sais par expérience qu'on avait des fois peu de relations avec les médiathèques ou bibliothèques qui étaient connectées chez nous, de par l'aspect technique. Donc, du moins avec celles avec qui j'ai pu travailler, on s'est directement attelé à la médiation. C'est-à-dire qu'ils ont accès à un catalogue avec diverses difficultés. De quelle manière on peut apporter, donc du coup l'auteur a un rôle primordial là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut insuffler pour que l'usager soit intéressé par notre littérature ? On parle toujours de littérature contemporaine. Donc en règle générale, quand on cite le mot contemporain, les gens lèvent les yeux au ciel. Ah, c'est ça. Donc c'est compliqué. C'est toujours très compliqué, alors que ça ne l'est absolument pas. Donc mettre en place des journées découvertes, des lectures, qui peuvent s'attarder sur le numérique ou pas du tout, ou en faire abstraction, puisque ce n'est qu'un support de lecture, sauf quand c'est utilisé en support de création. Dans ces cas-là, oui. Et on en revient aux ateliers de lecture ou d'écriture classique, finalement. Et ce qui compte, c'est la présence physique, la matérialisation dans l'espace public. À un moment ou à un autre, il faut incarner. Oui. On ne peut pas se passer de ça. Et le problème se pose autant pour les bibliothèques que pour les libraires, finalement. Ce qui compte, c'est pas tant le papier que le numérique, c'est de quelle manière chacun peut s'inscrire dans la chaîne, et surtout, comment on inscrit la parole de l'auteur dans l'espace public. Forcément, le papier, par son circuit classique et ancré, on est en territoire connu. Avec le numérique, on ne l'est pas tout le temps. Par exemple, nous, on publie de la poésie qui se vend peu et très mal. Alors, imaginez de la poésie numérique. Comment défendre une lecture auprès d'un libraire ? On a fait ça il n'y a pas très longtemps dans une petite librairie militante à Toulouse. Terra Nova, c'est ça ? Alors Terra Nova, ils sont un peu moins militants. Ils sont un peu moins militants, c'est pas vrai. On était dans une librairie qui était juste à côté, qui s'appelle Oh les beaux jours, oui. Plutôt spécialisée poésie et théâtre. Et on a fait venir un auteur de poésie, qui était paru aussi en papier après coup, mais dont le texte initial était paru en numérique. Et la question du papier ou du numérique ne se posait absolument pas, puisqu'il faisait venir un auteur qui venait déclamer son texte. Mais la question qui est venue ensuite, et qui était vraiment liée au libraire, c'est comment je peux vendre ce titre. Oui.
sachant qu'il n'a pas de borne, il n'a pas de site internet, il n'est raccordé à personne. Lui, il vend des livres papier. Donc on a dû imaginer et trouver des solutions qu'on va tester lors de nos prochaines rencontres pour que le libraire soit quand même intégré dans le modèle. Qui sont ces solutions, enfin, si tu peux... Elles sont variées. Il y a la carte, ce que fait Franck Olivier, qui est vraiment parfaite. Nous, on a aussi la facilité, c'est que la version numérique est incluse dans le livre papier. Tous nos ouvrages papier, on est à 130 titres, inclut la version numérique, qui n'est pas gratuite. Je le défends avec force, puisque souvent on a tendance à dire par facilité ou par raccourci que la version gratuite, que la version incluse est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Elle fait partie du livre. C'est comme si on achetait un package entre le papier et le numérique. L'auteur touche les droits d'auteur du papier et du numérique. C'est d'ailleurs pour ça que nos droits d'auteur sont plus élevés, même en papier. En papier, c'est 10% de 0 à 250 exemplaires, et ça va crescendo, et en règle générale, c'est 15%. D'accord. On essaie d'avoir un taux de rémunération un minimum équitable, puisque justement, on veut intégrer cette version numérique à l'intérieur. Donc le libraire, quand même, permet de pouvoir aussi vendre cette version numérique. Là où on est limité pour l'instant techniquement, c'est que ça ne passe pas par son site internet s'il en a un, et surtout la relation après coup, c'est-à-dire la mise à jour du livre, etc., reste cantonnée à publi.net et à son propre site. Donc on essaie de trouver ensemble d'autres manières de fonctionner. Mais par exemple, on aimerait expérimenter assez prochainement la mise à disposition de l'abonnement Publinet en librairie, avec une marge libraire de la même manière qu'on vendrait un livre. La possibilité à quelqu'un qui commande un livre papier via cet abonnement de pouvoir le retirer en librairie. On essaie de voir qu'est-ce qui peut tisser du lien finalement entre le lecteur et son libraire, l'usager et la médiathèque, puisque c'est l'espace public qui compte avant tout. Sans espace public, c'est facile. On a les deux côtés de la chaîne. Sans l'auteur, nous n'existons pas. Sans l'espace public, les textes restent chez nous. Et ils restent qu'entre nous. Oui. Donc c'est important. Et les difficultés, oui, stimulent. Ce qui me frappe, c'est effectivement l'attention que vous portez finalement aux manifestations d'un auteur et essayer de l'aider finalement dans la mise à disposition de son travail. C'est assez étonnant. Mais c'est ce qu'on n'aurait jamais dû cesser de faire. Oui, mais justement qu'on a cessé. Oui. D'autres remarques ou questions ? Moi, j'avais une question à poser, plutôt justement aux gens qui sont dans la salle. Je me demandais si maintenant, dans les formations de bibliothécaires, il y a une partie qui concerne le numérique, enfin le prêt numérique. Est-ce que c'est intégré ça maintenant ? Qui veut répondre à cette question ? C'est extrêmement variable d'une université à l'autre. Et puis, il y a la formation initiale, donc des étudiants qui vont passer des licences professionnelles, etc. Moi, c'est mon cas, j'interviens pour l'UPJV, justement sur le numérique en bibliothèque. Et depuis peu, maintenant, je peux parler du livre numérique en bibliothèque, ce qui nous était un peu difficile jusqu'à présent. Sur les formations continues de professionnels, ça commence aussi à se développer. Là où ça pêche encore un peu, ce sont sur les formations après concours. Les maquettes sont en train d'évoluer également, positivement, mais c'est encore assez émergent. On se retrouve souvent confronté avec des personnels en bibliothèque qui ont réussi à avoir des dotations pour acheter des liseuses, par exemple, et qui ne savent absolument pas comment installer les livres. L'expérience qu'on a menée avec le CNL en 2013, pour le coup, 2012-2013, on se retrouvait des fois souvent, avec des bibliothèques qui nous appelaient, mais totalement affolés. Je me dis, ok, j'ai récupéré le pack, c'est super. Maintenant, j'ai dézippé les fichiers et je ne comprends pas ce que je dois en faire. Donc il y a un vrai problème et un vrai manque de formation qui est en plus extrêmement courte, d'expliquer comment installer, parce que c'est bien joli de mettre à disposition des fichiers, c'est très bien, mais on en fait et vous en faites quoi ? Comment vous les installez, comment vous les changez ? Si ça doit prendre un temps inconsidéré sur le travail quotidien de changer les livres, de les remplacer, plus les DRM, comment vous voulez que ce soit adopté ? Et c'est normal qu'on se retrouve avec des bibliothécaires qui sont pas anti-numériques.
C'est pas la bonne définition. C'est juste qu'ils veulent pas en entendre parler parce qu'ils voient d'entrée les complications que ça peut apporter pour l'achat de 3 liseuses qui, de toute manière, ne seront empruntées que par 3 technophiles. Je prends l'exemple de petites bibliothèques municipales, par exemple. Ça demande un temps considérable pour un gain en termes d'usage très faible. Alors qu'on peut imaginer que si c'est intégré aux formations, c'est déjà beaucoup moins problématique, même s'il y aura toujours du temps. Non, parce que les matériels évoluent, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. La formation évolue en permanence. Mais c'est surtout que, oui, pour l'instant, il y a un décalage entre toute cette attention portée au numérique, toutes ces réflexions, et l'usage qui, pour l'instant, est vraiment anecdotique. Absolument. Ce qui est un peu dommage, c'est que les principaux défenseurs de ces dispositifs mis à disposition des bibliothèques n'incluent pas une base de formation. À partir du moment où vous payez un service, c'est bien joli de savoir interfacer, par exemple pour les usages à distance, c'est très bien. Que votre serveur CAS puisse être interfacé, c'est très bien. Mais qui forme les bibliothèques, justement, comment prendre en main une liseuse, c'est pas à vous de faire le SAV. Parce que justement, ça va vous retomber dessus, en plus, si vous n'êtes pas capable de répondre. Et c'est concret, un usager qui veut accéder à un titre numérique depuis chez lui et qui n'arrive pas à l'installer sur sa liseuse, ou parce qu'il a changé de liseuse, il ne peut plus l'installer, ça devient vraiment très rapidement très compliqué. Nous, on a 2 liseuses qui étaient juste en démonstration pour montrer ce que c'était l'appareil. Mais on a des questions, que ce soit pour les liseuses ou pour l'informatique de façon générale. On a des gens qui viennent nous voir, ils n'ont pas attendu qu'il y ait le livre numérique ou autre, pour dire voilà, j'ai un problème avec mon ordinateur, vous proposez. Et ça fait partie de ce qu'on fait aussi. On peut après réorienter vers des ouvrages que l'on a et autres, mais on a aussi parfois qu'on peut répondre, on le fait. Et il y a, pour les bibliothèques, je pense qu'il y a aussi cette complexité, parce que les gens, on peut leur faire découvrir le livre numérique. Après, il y en a, ils accrochent pas. Il y a d'autres. Ce qu'on oublie aussi, c'est que le livre numérique, on peut jouer sur la taille du texte. On peut jouer aussi sur des choses où pour le lecteur, c'est quand même. Ça peut être intéressant si le lecteur est formé, si le lecteur peut y avoir accès. Pour les petites médiathèques, le coût du portail, si on est en réseau, il faut que tout le monde soit d'accord, etc. C'est un frein énorme. Et on peut véhiculer aussi, l'idée aussi, c'est que les médiathèques, c'est pas seulement une opposition, on va prêter des livres qui vont pas ramener un sou à l'éditeur, à l'auteur, parce qu'ils seront prêtés, bon, il y a eu le droit de prêt depuis, mais on a cet élément-là, mais c'est aussi que parfois, c'est ce que disaient d'autres personnes ici, ça raccroche les gens à la lecture, où ils vont découvrir par un biais, où effectivement, ils vont découvrir tel auteur, et qui par la suite vont faire l'acquisition de l'ouvrage en numérique ou en papier, qu'importe, de cet auteur-là, parce qu'ils en ont lu un, et ils veulent tout découvrir de l'auteur, et nous, on en aura 2 ou 3 titres sur la quantité. Il y a ce côté-là qui parfois est un peu négligé, oublié, je ne sais pas, et le côté coût, pour une collectivité, d'autant à l'heure actuelle, le côté de passer par un portail, etc., d'augmenter, ou le prix du livre, on en parlait tout à l'heure, un décalage moindre, le prix du livre, on va acheter le livre papier, on est d'accord. Si on se dit on va le prendre en numérique aussi pour le faire valoriser, s'il a un coût très proche du livre papier, ça va coincer à un moment ou à un autre. Et d'autant plus s'il est limité dans le temps. D'autant plus s'il est limité dans le temps, dans la quantité. Voilà, parce qu'un livre papier, bon, on peut le désherber, on en parlait tout à l'heure. On peut le désherber s'il n'est pas utilisé, si on a besoin de place, etc. Un livre numérique, si au bout de 3 mois, au bout de je voyais 30 emprunts, il est plus jugé bon. Il y a des livres papier, on les a depuis quelques années, et ils ont été empruntés peut-être plus de 30 fois, et ils tiennent encore, et voilà. Je pense qu'il y a aussi cette partie-là à voir. Stéphane ? Oui, Stéphane Noé, de la médiathèque d'Yvetot.
Voilà, moi je repensais aux vieilles cartouches de jeux vidéo que j'ai achetées il y a 20 ans et l'impossibilité que j'avais alors de faire des sauvegardes. Et puis aujourd'hui, je n'ai plus la machine pour les lire, donc je n'ai plus accès au contenu. Et voilà, du coup, je voulais interroger le rapport qu'on pouvait entretenir, éditeur, auteur, lecteur, bibliothécaire, avec la question de la conservation et de la lisibilité. Là, je vais répondre que pour Pubinet. Nous, on a un engagement très clair, déjà auprès de nos auteurs. On s'engage à mettre à jour les livres numériques au fur et à mesure des évolutions techniques, mais aussi des évolutions graphiques. C'est-à-dire que des ouvrages qui sont sortis en 2010, à une époque où on ne maîtrisait pas vraiment, au point où on le maîtrise aujourd'hui, la création de livres numériques, on les met à jour. C'est aussi une manière de redonner de l'intérêt et de faire vivre un catalogue. Mais demain, imaginons qu'un nouveau format arrive. Notre devoir d'éditeur, tant qu'on est dans le droit d'exploitation, est de mettre à jour ce livre pour le rendre disponible. Là où c'est plus compliqué, c'est en termes de distribution de cette mise à jour. Si les distributeurs ne nous le permettent pas, de quelle manière nous on peut l'imposer? On n'a pas le poids suffisant pour l'imposer. Donc on travaille pour la distribution avec Immatériel qui nous donne un certain nombre d'informations et on sait régulièrement que ce livre numérique a été mis à jour chez Apple ou chez Amazon, mais la mise à jour ne peut pas être appliquée. C'est un message technique, mais à aucun moment on peut intervenir. Et même Immatériel ne peut pas intervenir. Donc ça représente quelques cas précis, et ce n'est pas obligatoirement quelque chose de généralisé, mais toujours est-il que nous nous engageons à mettre à jour et à faire évoluer. C'est pour ça aussi que nous avons notre propre librairie, puisqu'on propose à nos lecteurs d'accéder à une offre qui est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut télécharger de l'EPUB et revenir dans 2 mois et télécharger la version Mobi. Et si y a le format XY qui est inventé dans 2 ans, il pourra télécharger la version XY. Ce n'est pas périssable. Mais faut-il encore que les autres acteurs le permettent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est aussi pour ça que chez Pubinet, on a choisi une solution médiane qui est de s'adresser en direct aux bibliothèques. Donc ça fait partie vraiment de la nouvelle offre qu'on essaie de mettre en place, puisqu'on sait très bien que les limitations ne vont pas sauter du jour au lendemain et qu'il y a un certain nombre d'interrogations, de manque de formation ou d'impossibilités techniques. Si nous, à notre niveau, on peut y répondre, puisqu'encore une fois, on s'adresse à un public assez ciblé, sur une littérature assez ciblée. Donc avec un chiffre d'affaires, très honnêtement, assez ciblé. Un auteur gagnera beaucoup plus à faire une intervention qui souvent finalement va représenter X dizaines de ventes directes et c'est surtout aussi faire partager votre passion, votre métier, votre travail. Donc oui, l'espace public et la démarche de l'éditeur vers le libraire et vers la bibliothèque, à mon sens, c'est important. Maintenant, tout le monde ne peut pas le faire. Les grands groupes, je vois mal Gallimard se déplacer, chaque directeur de collection se déplacer en bibliothèque. Ça serait difficilement faisable. Donc ce qui est valable pour nous n'est pas valable pour les autres. Non, ça, ce sont les auteurs qui le font. Et petit à petit, il y a un réseau qui se met en place. Et on vit beaucoup, enfin nos livres vivent énormément à travers justement toutes ces interventions, ces rencontres, ces lectures. C'est devenu, je pense, beaucoup plus qu'avant, encore une fois, comme une sorte de scène pour les livres. Mais moi, je voudrais poser une question à François, parce que pour rebondir sur ce que disait Stéphane Noé tout à l'heure par rapport à la pérennité des formats, et toi, tu édites une 50aine de bouquins par an à peu près, de la poésie, de la littérature, des bouquins plutôt genre thèse transformé, trucs très, très compacts, là, avec des volumes des fois assez épais. Hein. Le dernier qui nous est arrivé, là, je veux dire, je ne voudrais pas le prendre sur la tête. Comment les presses universitaires se sont engagés ou ne sont pas engagés dans justement l'adaptation de ces ouvrages à différents formats qui pourraient surgir bientôt ou qui pourraient évoluer, et notamment, on peut parler des images, mais c'est vrai que toi, quand tu as des bouquins d'images, par exemple, numériques, est-ce qu'il y a une renégociation des droits, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui doivent intervenir? On ne s'est pas trouvé dans ces situations. Nous avons rarement l'occasion de rééditer, par exemple. C'est assez particulier. Alors, je mets à part la poésie, puisqu'on a une collection très atypique qui est de la poésie contemporaine des États-Unis, inédite et avec une traduction française.
Mais ça, c'est tout à fait à part. Là, il y a un fonctionnement propre. Et d'ailleurs, pour cette poésie, on ne fait pas de livre numérique parce que les auteurs ont trop peur que leur page, si importante, c'est la poésie, c'est notamment la répartition des blancs dans la page, et qu'elle disparaisse. Et effectivement, c'est assez difficile de maintenir ce genre de choses sur un EPUB, par exemple. C'est compliqué. Alors, simplement sur la pérennité des fichiers, le numérique, la chaîne numérique, ça apporte notamment, c'était un de ses avantages notables, qui était la pérennité des fichiers. Parce qu'un éditeur qui regarde dans le passé de sa maison, nous, je crois qu'au-delà de 2002, les fichiers sont plus utilisables. Donc, on a directement, sans s'en apercevoir et sans le prévoir, on a subi cette obsolescence technologique de façon très, très forte. Aujourd'hui, on renumérise à partir du papier des livres dont on n'a plus les fichiers ou que les fichiers sont plus lisibles. L'avantage de la chaîne numérique, c'est que notamment elle permet de faire une base qui est en XML, si je ne me trompe, je ne suis pas parfaitement compétent sur les questions techniques, mais une base qui est justement en l'état actuel des choses, ne devient pas obsolète très rapidement et permet de... L'archivage notamment. L'archivage et la réutilisation future des fichiers, la recomposition de nouveaux livres à partir d'éléments de livres antérieurs, etc. Donc de ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire en parlant de diffusion, parce que là on voit bien qu'il y a des circuits multiples, des formats divers, etc. Sur ce qui est du fond même, c'est-à-dire la base numérique qui sert à produire aussi bien le livre numérique que le livre papier, normalement elle est conçue désormais pour être relativement pérenne, ce qui est un progrès considérable. Faut-il encore que l'éditeur ait un format XML de ses fichiers, ce qui n'est pas toujours le cas. De fait, oui. D'autres interventions? Le Havre, des choses à dire encore? Non, juste pour compléter sur Carole, pour la question que vous posiez tout à l'heure sur le suivi en matière de formation au sein des médiathèques, je peux vous parler de ce que nous faisons nous, qui n'est pas forcément inintéressant. On met en place pour le public, pour le lectorat, des ateliers qui vont au-delà du rôle du bibliothécaire, puisque ce sont des ateliers informatiques et multimédia. On va jusqu'à apprendre, par exemple, aux lecteurs à monter eux-mêmes, à réparer leur PC. Et bien entendu, dans ces cursus de petits ateliers de formation, il y a intégré, bien entendu, les évolutions de la littérature en matière de numérique, à la fois en matière de contenu, de création, mais aussi sur les outils. Donc, les différents types de tablettes, de liseuses, de formats. Donc, on accompagne de ce point de vue-là. Pour ce qui était effectivement des formations après concours, alors là, c'est autre chose, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Et là, effectivement, on n'en est qu'au balbutiement. Donc, je vais rajouter un petit mot sur ce que vous venez de dire. C'est que, bon, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être bibliothécaires au Havre, je signale que l'agence organise des matinées du numérique, qui s'appelle le numérique en pratique, que coordonne Claire Durand, qui est dans le bocal en haut, là-haut. Et que ce genre de sujet est abordé. Donc si vous avez des questions sur cette chose-là, n'hésitez pas à la contacter. Elle sera prête à mettre en œuvre tout un tas de journées ou de demi-journées sur la question. Un numérique en pratique, c'est des ateliers 10-12 personnes où les gens pratiquent, manœuvrent. Ils ne sont pas là juste pour écouter comme aujourd'hui ou pour discuter. Ils ont les mains dans le cambouis, dans les tablettes ou dans les réseaux sociaux pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir après, dans leur retour bibliothèque, le faire. Je signale par ailleurs, puisque les gens de bibliothèques départementales sont là aussi ici, que les personnes qui dépendent du réseau des médiathèques départementales peuvent aussi accéder à des formations et des journées d'information que Thierry est là, Thierry Ertout de la médiathèque 76 pour en parler, dispense des formations auprès de ses personnels et des réseaux pour justement accompagner ces mises en œuvre au niveau des territoires dits entre guillemets ruraux et qui sont peut-être moins proches que les grands centres urbanisés de ces technologies. Et dernièrement, le CNFPT, donc vous y faisiez allusion, donc on travaille avec eux, les bibliothèques départementales, CNFPT, Média Normandie, etc., pour essayer de voir si on pourrait trouver des parcours communs de formation pour justement toutes ces personnes-là, en partant à la fois de ce que font les médiathèques, ce que nous on propose comme information, ce que certaines bibliothèques, peut-être en pointe comme le Havre, pourraient proposer aussi à d'autres, et ce que le CNFPT est prêt à faire derrière. Donc Fanny Leroy, qui en travaille, est tout à fait demandeuse de ça, et nous sollicite vraiment
pour qu'on puisse continuer toutes ces journées d'information par de la formation post-recrutement, donc, qui pourrait être mise en œuvre. L'exemple qu'on a mis en œuvre avec eux, c'est qu'une des prochaines cogitations qu'on fait avec Terre de Parole sur la littérature étrangère et sa diffusion en France sera suivie à l'automne d'une séance de 3 jours pour les bibliothécaires au CNSPT concernant cette question de comment on fait pour valoriser la littérature étrangère, etc., dans les bibliothèques. Voilà, donc c'était juste un petit point pour rappeler qu'il y a d'autres structures qui existent et qu'on n'a pas tous la chance d'être à Niemeyer. Effectivement, c'est un très bel endroit, je reconnais. Mais, non, mais je sais que vous n'êtes pas Niemeyer, mais bon, le réseau quand même est un vaisseau amiral. Voilà, donc c'est important de parler de ça. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de Claire et d'Alexandra sur ces questions-là tout à l'heure, à midi ou après l'après-midi. J'ai vu que Franck-Olivier avait pointé son nez, donc il ne va pas se contenter de rester dehors. Ouais. Allez-y. Oui, mais d'autres questions peut-être à nos invités? Oui. J'ai une question pour Carole. J'aimerais savoir en fait comment les auteurs vont être rémunérés pour le prêt numérique en bibliothèque. Est-ce qu'il y a un accord ou pas? Puisqu'en fait, moi, de ce que j'ai compris En fait, on est rémunéré sur les ventes de livres en bibliothèque, donc comme toutes les ventes, l'ensemble des ventes faites par l'éditeur, mais il n'y a pas de droit de prêt numérique pour l'instant. Mais les éditeurs, vous rémunérez ou pas? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils nous rémunèrent comme on touche le même pourcentage que sur les ventes de livres, mais ce qui avait été mis en place, le droit de prêt, l'intérêt, c'est que comme ce sont des livres qui sont lus plus d'une fois, c'était intéressant c'était une façon que les auteurs soient rémunérés justement sur cet usage différent, sur le fait que ça circule auprès de nombreux lecteurs. Et pour l'instant, on n'a pas le même dispositif pour le numérique. Alors, a priori, ça pourrait être peut-être encore plus facile à mettre en place techniquement, il me semble. Mais tu es d'accord, Franck-Olivier? Tu veux t'asseoir? Tu veux rester debout? Tu veux dire bonjour? Désolé pour le retard. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Après, la question, c'est le taux de rémunération. Pour les auteurs, il faut qu'il y ait des possibilités. Sur le papier, ça se fait aujourd'hui parce qu'il y a 6 et 9, il y a 6% que les libraires rétrocèdent pour les bibliothèques. Donc quand on sait qu'il y a 6 et 9, ça fait 15%. Et aujourd'hui, c'est le taux de rémunération des libraires sur le numérique. Donc je ne vois pas comment on va aller chercher de la rémunération pour les auteurs si on reste à 15%. Il faut une meilleure rémunération des libraires. Donc ça veut dire repenser... Bon, pardon, je mets les pieds dans le plat. Mais c'est essentiel. Tu auras l'occasion d'en parler cet après-midi, puisque Alain animera une table ronde où tu seras, et cette question, évidemment, sera abordée sur le taux, sur le partage de la valeur, comme on dit, c'est le grand truc, le partage de la valeur. Les auteurs, les libraires, etc.